J'ai connu la naissance de la CNAP quand j'étais directeur du Comité national des acteurs de la prévention spécialisée. Mais auparavant, si je peux me permettre, Madame Thiriot, de dire quelques mots, auparavant, vous avez eu un parcours entre le ministère de la Solidarité et celui des Finances et du Budget, et vous avez été directrice adjointe à la direction des ressources humaines d'un conseil général, puis de la direction de la solidarité. Et au terme de 12 années, et c'est important à dire aujourd'hui, vous êtes revenue à votre ministère d'origine en tant que conseillère du ministre de la Famille. Je vais beaucoup participer. Philippe Bas, chargé de conduire la réforme de la protection de l'enfance de 2007 dont vous allez parler. Et durant ces presque 2 années que vous avez passées en cabinet ministériel, vous avez côtoyé de nombreuses fédérations et associations. À ce moment-là, nous étions encore au temps de l'UNASEA. Vous avez été présidente de la commission Enfance en France de l'UNICEF pendant 5 ans. Vous avez, mais je ne vais pas faire tout le tour, vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance, du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, du Haut Conseil du travail social, et vous avez collaboré à plusieurs ouvrages qui seront de toute façon visibles. Par exemple, la justice pénale des mineurs, un sujet de société qui mérite une politique ambitieuse dans les cahiers dynamiques de 2015. Vous avez co-dirigé les travaux du guide de la protection de l'enfance aux éditions ESF. Un autre ouvrage, pour le citer, c'est La parole de l'enfant. La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants, parution en mars 2016. Et voilà, donc juste quelques mots qui, au fur et à mesure, permettront peut-être, dans notre échange, à compléter ce que je viens de vous dire. Donc, merci d'avoir accepté votre intervention ce matin. Nous avons préparé un petit peu cette intervention sous la forme de 5 axes que Mme Thiriot va développer. Le premier axe va être les parents, la famille et l'enfant. Le deuxième axe, c'est sur les droits de l'enfant. Le troisième, sur les besoins de l'enfant. Le quatrième, sur les métiers de la protection de l'enfance. Et le cinquième, sur la gouvernance de cette politique publique. Donc, Madame Thiriot, je vous laisse démarrer. Merci, Monsieur Ekel. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler le plus clairement possible. En effet, je n'ai pas souhaité faire une intervention, si vous voulez, un peu magistrale, parce que d'abord, je n'ai plus envie d'assurer ce type d'intervention et qui me semble, à l'heure de mon expérience, on va dire, de la fin peut-être de mon expérience aussi, beaucoup d'années auprès des professionnels, mais aussi au niveau national. J'ai préféré plutôt qu'on ait ce format qui soit peut-être plus convivial et plus interactif en tout cas. De mon point de vue, le contexte sociétal, socio-économique, juridique, politique, et je dirais même aujourd'hui, peut-être qu'en 2019, je n'aurais pas dit la même chose, aujourd'hui, je dirais numérique, dans lequel la protection de l'enfance s'inscrit, a considérablement été transformée. Et comme vous l'imaginez, ça conduit à des transformations des pratiques. Et aujourd'hui même, quand je dis ça, nous sommes dans une réflexion profonde de la mission de protection de l'enfance, de l'exercice de ces métiers. Je voudrais dire aussi, donc, outre sa perméabilité, la protection de l'enfance est devenue très perméable aux mutations des contextes. Et j'ai choisi particulièrement d'évoquer, d'insister sur ce contexte à la fois sociologique, politique, juridique, qui va transformer finalement la relation parent-enfant. Pour moi, c'est une des grandes évolutions pour ce qui concerne la protection de l'enfance et bien sûr qui va venir questionner la pratique professionnelle au quotidien.
Alors, quand je dis ça, ça veut dire qu'on va apporter aussi une grande complexité au travail des professionnels. Vous me posez la question de qu'est-ce qui, finalement, apporte de la transformation dans la relation parent-enfant. Alors, la première, j'aurais pu commencer par l'enfant. Habituellement, c'est ce que je fais. En fait, je parle de l'enfant et ça tombe bien parce qu'en plus, il y a une exposition et que j'ai plutôt, si vous voulez, l'habitude de faire une approche à la fois historique de la protection de l'enfance parce que je pense que quelquefois, on ignore cette évolution historique qui vient marquer, qui vient imprimer complètement la protection de l'enfance. Même si on a l'impression que ça vient de lois, malgré tout, même les lois qui ont été prises il y a une décennie, 2 décennies, marquent toujours ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre. À la fois comprendre, connaître cette évolution historique, et il me semble peut-être qu'on n'insiste pas assez là-dessus, parce que c'est à l'œuvre, et en même temps, ça imprime l'esprit de la protection de l'enfance, une histoire qui lui est propre, qui ne ressemble pas aux autres politiques de l'action sociale, puisque là, effectivement, elle est partie de cette action sociale, mais en même temps, elle est spécifique. Et il n'est pas possible de comprendre et de s'inscrire dans la protection de l'enfance aujourd'hui si en même temps, on ne se projette pas, si nous ne sommes pas aussi dans une approche prospective. Parce que justement, ça répond à une question que beaucoup de professionnels se posent. Quel est le sens de notre mission? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qui se passe dans ces évolutions qui viennent nous re-questionner sur la relation parent-enfant, sur la manière dont nous sommes avec l'enfant, sur la manière dont nous devons accompagner les familles, l'enfant, et sur la manière dont nous devons travailler évidemment avec les autres, ceux qui participent à la protection de l'enfance. Alors, je dirais très rapidement, ce qui va amener le changement de la relation parent-enfant, bien sûr, d'abord, c'est une évolution juridique de taille. C'est pour ça que j'en parle. Elle est juridique. Elle va concerner les droits parentaux. Et elle va concerner notamment, à partir de 1970, le changement de perception de l'autorité. Celle qui était détenue par le seul père, qui exerçait sa toute-puissance envers son épouse, considérée comme mineure, bien sûr, et son enfant. Vous avez dit, et l'exposition sans doute en parle, le droit de correction, le droit de châtiment, le droit d'enfermement. Et donc, c'est 1970 qui va complètement bouleverser la donne, puisqu'on va considérer que l'autorité paternelle n'a plus lieu d'être. Et c'est l'autorité parentale, ça veut dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Je ne vais pas m'attarder sur ce texte, bien sûr, parce que l'autre va venir, celui de 2002. Et si j'en parle, c'est parce qu'il est absolument essentiel, ce texte. Il est essentiel d'abord parce qu'il est en écho avec le danger, l'approche du danger. Ça veut dire qu'on va définir des droits parentaux, des devoirs et des droits aux parents envers l'enfant, de manière à ce qu'il assure, et vous connaissez pour ceux qui pratiquent ou apprennent aujourd'hui les fondements, sa sécurité d'abord, mais aussi sa santé, son éducation. Et le terme d'éducation est absolument essentiel dans notre protection de l'enfance. Et je pense à la justice pénale des mineurs, mais aussi la moralité, mais aussi, plus récemment, et 2002 la porte en premier, son développement, le développement de l'enfant. Plus récemment, en 2019, une loi contre les violences ordinaires va venir ajouter à cet article 371-1 du Code civil. Et donc, ça veut dire qu'on va voir, et en même temps, on va considérer la vie de l'enfant. On va prendre son avis pour les affaires qui le concernent. C'est une transformation absolument extraordinaire quand on connaît l'histoire des enfants, du sort des enfants, de là d'où ils viennent finalement. Et on va considérer finalement l'enfant comme en capacité, si vous voulez, de donner son avis sur ce qui le concerne dans le milieu familial. Alors bien sûr, cette évolution juridique majeure signifie que ce n'est pas tant de codifier des articles, des dispositions qui sont adoptées par le Parlement,
c'est de les mettre en exercice. Et c'est toute la question des droits, quels qu'ils soient. Le problème, bien sûr, on se satisfait tous de l'évolution, bien sûr, du fait de l'évolution de la société, des attentes par rapport à la place des parents. Vous savez bien que les parents, la famille, c'est quelque chose de très important dans notre pays, particulièrement dans notre pays, mais lui conférer ses droits et lui rappeler ses responsabilités éducatives envers l'enfant, c'est quelque chose de très important. Et donc, la question est, pour nous, pour la protection de l'enfance, comment on rend effectifs ces droits? Et ça va être la même question que l'on va se poser pour les droits de l'enfant. En fait, c'est vraiment la question de l'effectivité. Comment au quotidien, on met finalement en musique ces droits parentaux? Et vous savez bien que le monde de la protection de l'enfance n'est pas des plus simples, n'est pas des plus faciles à ce sujet. Et qu'on va se trouver, que les professionnels vont se trouver face à des compositions familiales, des configurations familiales avec la transformation de la cellule familiale, la transformation des mœurs, la façon, le mode de vie, les pratiques qui vont modifier considérablement les relations intrafamiliales, y compris intergénérationnelles, mais surtout qui va modifier aussi la relation des parents à l'enfant. L'enfant peut parler, l'enfant peut dire, l'enfant, il faut le protéger, surtout le protéger, et ça, c'est une question qui va venir fondamentalement. Donc, cette famille-là, qui est chargée d'assurer ses droits parentaux, va connaître aussi des transformations du fait du contexte de vie. Et c'est tout l'impact des conditions de vie qui va venir questionner à la fois, bien sûr, les acteurs du champ social, spécifiquement les assistants de services sociaux et autres, tous ceux qui accompagnent les familles en dehors même de ce champ-là, mais qui va venir questionner aussi la protection de l'enfance. Les conditions de vie des familles dont découlent, on va dire, les conditions de vie de l'enfant vont prendre une place considérable. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport aux besoins fondamentaux. Mais voilà ce qui va venir transformer fondamentalement. Le sort de l'enfant va être bien meilleur à partir du XXe siècle, où on va avoir une succession de lois, bien sûr, qui vont le protéger, qui vont lui donner aussi ce droit à la protection. C'est le premier des droits qu'on lui confère, avant même les droits de l'enfant, avant même la Convention internationale des droits de l'enfant, droit à la protection. En fait, là, vous entrez dans votre deuxième sujet avec la question que vous vouliez aborder sur les droits de l'enfant et leur évolution. Voilà. Alors, les droits de l'enfant, là aussi, ça ne s'est pas imposé facilement. Vous savez que c'est une très, très longue histoire qui remonte à 2-3 siècles, bien plus. Ce n'est pas au CNAES que je vais l'apprendre. J'ai bien compris que vous étiez des historiens chevronnés et je ne me hasarderai pas à évoquer tout ça, mais quand même, ça fait partie de l'histoire de la protection de l'enfance. Et quand on est professionnel de la protection de l'enfance, on ne peut pas l'ignorer. Et pourquoi il a fallu définir des droits de l'enfant? Là, je m'exprime plutôt comme ayant été très militant des droits de l'enfant dans différentes associations, dont bien sûr l'UNICEF, mais aussi l'association Louis Chatin. Et donc là, pourquoi il a fallu donner des droits? Parce que justement, ça n'allait pas de soi. Parce qu'il fallait donner à l'enfant des droits pour qu'on puisse justement le respecter son intégrité physique, son intégrité psychique, que l'on puisse lui assurer un développement qui soit le plus optimal possible, pour que les droits soient à la fois les droits auxquels les parents sont tenus, bien sûr, de respecter, le droit à la santé, etc., son développement, mais en même temps, les droits que la société tout entière doit garantir aux enfants. Et là, comme on va voir des textes qui vont venir, on a 3 textes qui vont se suivre. Et ce qui est étonnant, c'est que les droits de l'enfant viennent d'ailleurs. Ils ne viennent pas, ce ne sont pas des droits internes, sauf des droits spécifiques pour la justice, pour le droit à la protection, etc. Mais l'ensemble des droits, cet ensemble des droits va venir de l'extérieur. Et il va venir par étapes aussi. Le XXe siècle est marqué par 3 grandes dates
C'est ce qu'on appelle la Déclaration de Genève en 1924, qui va poser 5 principes, mais qui va notamment définir le droit à la protection. Vous voyez comme quoi c'est un droit absolument essentiel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut protéger l'enfant, on le protège de quoi? De sa vulnérabilité. C'est parce qu'il est vulnérable qu'il faut le protéger. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait qu'on considérait que l'enfant, justement, n'était pas un être vulnérable, vu le regard que l'on portait sur lui. Puisque d'ailleurs les modalités de réponse, enfin c'est un grand mot, les réponses qu'on pouvait lui apporter étaient confondues avec celles des adultes, qu'ils soient abandonnés, qu'ils soient délinquants, qu'ils soient handicapés, etc. On confondait tout ça. Et là, ce qu'on va introduire, ce sont ces droits propres, que la société tout entière et donc les États s'engagent pour que justement ils garantissent des principes de droit. Et puis arrive une autre déclaration qui va finalement ajouter à ce principe de protection et qui va mettre en avant aussi son développement, qui va commencer à dire que sa sécurité est absolument primordiale. 10 principes cette fois, qui engagent les États, qui adoptent cette déclaration, mais ces 2 textes qui sont majeurs. Juste, je voudrais vous dire que dans les préambules, le préambule, et ça va résonner peut-être pour ceux qui connaissent l'ordonnance de 1945, le préambule parle de les hommes, les femmes, qui composent la société, doivent assurer à l'enfant le meilleur de son humanité, le meilleur de son humanité. Vous voyez, et ça, on va l'imprimer ensuite dans les autres textes. C'est 1924. Et quand vous connaissez le préambule de l'ordonnance, vous allez voir la résonance que ça a, parce que ça va impacter ensuite, bien sûr, notre droit interne, et heureusement. Et puis, on arrive, bien sûr, à 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant. Moi, je ne vais pas m'attarder dessus, il y a tellement de choses à dire. Mais juste des réflexions, des observations que j'ai pu recueillir, parce que moi-même, j'étais très promotrice de ces droits à différents titres, et quand même, j'étais auprès du ministre. Quand la loi 2007, nous l'avions portée, c'était pour aussi imprégner le texte de droit de l'enfant. Et si vous faites attention, vous relisez ce texte, qui bien sûr a été remanié depuis, on se rend compte qu'on transpose, puisqu'il y avait un conflit entre les juridictions, les plus hautes juridictions, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, est-ce que ça s'applique directement ou pas? Nous, on s'était dit qu'il valait mieux le mettre finalement dans notre droit interne, et ainsi, on va imprégner le Code civil. Par exemple, 375, on va revenir sur le développement, on ajoute une mention sur le développement de l'enfant. Si le développement n'est pas le meilleur possible, s'il y a des atteintes justement au développement, eh bien, là aussi, c'est un élément constitutif du danger. Donc, on va voir qu'on va travailler aussi sur l'expression de l'enfant, la parole de l'enfant. Alors, on ne va pas arriver à nos fins, parce qu'à ce moment-là, il y a outreau. On va être un peu empêché pour donner beaucoup plus d'espace à la parole de l'enfant, de crédit, parce qu'à ce moment-là, on doute d'outreau. Et nous-mêmes, nous sommes complètement bousculés par cette affaire d'outreau, où on remet en question la parole de l'enfant. Moi, c'est ce que je retiendrai de l'affaire d'outreau. C'est parce qu'on remet en question la parole de l'enfant, et à un moment où on a des propositions de dispositions qui vont très loin, où on veut que l'audition de l'enfant, par exemple, auprès du magistrat, soit systématique. Eh bien, il y en a qui disent « Attention, non, vous voyez comme il faut se méfier de la parole de l'enfant. » Vous voyez, donc, on va essayer quand même de dire que l'enfant, il peut demander au juge, par exemple, d'être auditionné. Vous voyez à quel point les droits n'allaient pas de soi, même quand on essayait de les transposer de la Convention internationale dans notre droit interne. Ça faisait l'objet de débats sans fin. Et donc, moi, ce que je retiens aussi de l'expérience, quand, après 2007, j'ai souhaité à l'UNASDA exposer, c'était un peu les enjeux de la loi, c'est ce qu'on avait recherché par rapport justement au droit de l'enfant. Eh bien, à ma grande surprise, pourtant je connaissais bien ce monde, je croyais bien le connaître, et je pensais que ça allait être reçu comme une avancée considérable. Et c'est ça tous les paradoxes. C'est que la protection de l'enfance, c'est une succession d'avancées parce qu'on tient compte des attentes de la société, de l'évolution de la société, de l'évolution des droits, etc. Et puis, finalement, qu'est-ce qui heurte? C'est la mise en pratique. Et c'est la question qui est venue tout de suite
il y a eu 2 questions venues tout de suite, et moi qui m'ont amené à réfléchir et à me dire il faudra que je m'engage vraiment pour promouvoir et être défenseur vraiment de ces droits auprès des défenseurs des enfants d'ailleurs. C'était de dire, j'entendais, mais les droits de l'enfant, mais ils vont être concurrents, les droits parentaux. Comment on fait pour concilier droits parentaux, droits de l'enfant? Ça veut dire quoi, l'intérêt supérieur de l'enfant? Ça veut dire que dans toutes les situations, on prend en compte d'abord l'enfant et puis les parents. Vous voyez, il y avait beaucoup de questions qui moi, m'ont surprise, mais je les ai comprises bien plus tard, parce que j'ai compris ce que ça signifiait dans la pratique quotidienne, comment on allait conjuguer ces droits parentaux qui étaient affirmés, loi 2002, pas si lointaine à l'époque, et loi 2007, qui affirmait, sans parler des droits parentaux, finalement, qui affirmait les droits de l'enfant. Et puis, bien sûr, j'ai entendu à ce moment-là, et c'est le contexte de l'époque, mais moi qui me marquera les années d'après, c'était de dire, oui, mais vous donnez trop de droits aux enfants. Et si vous donnez trop de droits aux enfants, mais comment on va pouvoir, vous parlez de, mais comment on va pouvoir avoir une autorité parentale, comment on va pouvoir avoir une autorité symbolique même? Comment voulez-vous vous heurter cette autorité qui déjà commence à être défaillante? Et au début, je ne comprenais pas ces réactions. Et bien sûr que je les ai comprises, parce que je voyais toute la difficulté, ce qui était déjà à l'œuvre dans le rapport professionnel-parent et dans le rapport professionnel-enfant. On pourra en reparler éventuellement. Autre élément de paradigme de la protection de l'enfance, c'est, là vous avez brossé un peu l'histoire des droits, mais est-ce qu'on peut parler des besoins de l'enfant? Alors, les besoins de l'enfant, bien sûr, découlent de ces droits. Pourquoi? Parce que déjà, il est question de développement. Et quand on parle du développement, comment on assure le développement de l'enfant aussi, optimal, c'est de faire en sorte que ces besoins soient assurés. Alors, je reviens juste sur la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un texte quand même par rapport justement à l'enfant qui s'oriente sur prendre soin de l'enfant, sur sa santé, outre sa protection, outre sa sécurité, etc., qui marque beaucoup la Convention internationale des droits de l'enfant, bien sûr. Il y a toute cette question du bien-être, de l'épanouissement. Il y a cette question du développement. Mais il n'est pas question des besoins fondamentaux, mais il est question du développement. Et donc, ça, bien sûr, ça ne va pas manquer des chapeaux législateurs de 2007 qui va introduire dans la loi et qui va l'introduire pas n'importe où, dans le Code de l'action sociale et des familles, bien sûr, on va redéfinir tout ça, mais qui va l'introduire aussi dans le Code civil, les développements. Et donc, je fais l'analogie. À un moment donné, le texte, le législateur parle des besoins fondamentaux de l'enfant. Il va les décliner, physique, affectif, intellectuel et social. Et puis, à un autre moment, il parle du développement physique, affectif, intellectuel et social. Donc, on en déduit à ce moment-là qu'il y a peut-être une corrélation entre les besoins fondamentaux, la satisfaction des besoins fondamentaux et son développement. Et en fait, ce que je dois vous dire, il y a eu un moment finalement de latence où on s'est trouvé confronté aussi avec les professionnels. Et là, de fait, moi, j'étais en situation de travailler avec les professionnels dans un échange terrain qui venait questionner, mais c'est quoi ces besoins, ce développement, comment vous faites pour mettre en œuvre? Mais nous, on n'a pas la compétence pour ça. Nous ne sommes pas à la fois éducateurs ou nous ne sommes pas assistants sociaux et aussi pour veiller à ses besoins physiologiques, etc. Mais nous sommes là démunis. Là, nous sommes dans l'impasse à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il va falloir chercher les compétences ailleurs. Ça veut dire qu'il va falloir, puisqu'on a une approche systémique de l'enfant, globale, c'était le concept d'approche globale à ce moment-là, il va falloir qu'on fasse appel à des compétences qui ne sont pas le cœur de métier de la protection de l'enfance. Voyez, il va falloir qu'on fasse appel
aux compétences médicales, qu'il va falloir qu'on fasse appel à beaucoup plus de compétences issues du monde de la psychosociologie, du développement de l'enfant. Et là, entre 2007, on va dire 2016, même si on essaie d'y travailler, d'avancer les uns les autres avec les professionnels, on essaie de définir des axes de travail, comment on peut travailler. C'était pas tant quoi, mais la question c'était comment on fait. Comment on fait, puisqu'on va devoir travailler avec les autres. Et nous allons porter, avant la loi de 2016, auprès du Parlement, moi-même je suis auditionnée plusieurs fois, et je leur dis, là, on a un gros problème, parce que dans la loi de 2007, on met développement et besoins, on les décline de la même manière, mais il y a quelque chose, il va falloir aider justement les professionnels pour qu'ils puissent avoir quelques indications pour savoir de quoi il s'agit. Et c'est là où, effectivement, la ministre en charge à ce moment-là de l'enfance, Laurence Rossignol, organise une démarche consensuelle qui va associer beaucoup d'experts, y compris venus d'ailleurs, d'Italie, des pays anglo-saxons et autres, et en même temps d'experts français, bien sûr. Et la mission, c'était, il va falloir apporter de la clarté à cette question. Qui fait, comment on fait, et quels sont les objectifs, quels sont les enjeux. Donc, ce comité va se réunir et voit bien que, effectivement, très vite, il y a un problème quelque part de définition. C'est quoi ces besoins? En plus, la CIN ne donne pas les mêmes besoins, les spécialistes ne donnent pas les mêmes besoins selon les écoles d'approche. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de faire un peu l'état des connaissances. L'état des connaissances, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que le développement de l'enfant est un enjeu majeur pour l'enfant? Qu'est-ce qui nous le démontre? Qu'est-ce qui nous le fait dire? Et ils vont découvrir, je parle côté français, ils vont découvrir à quel point les connaissances ont progressé. Ont beaucoup progressé en matière de développement, en matière justement d'épanouissement de l'enfant, du petit bien sûr, mais pas que, de l'adolescence, etc. Donc, ils vont s'inspirer de tous les travaux, ils vont faire une sorte de compulsion de revue de la littérature, et ils vont essayer de donner quelques éléments repères. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu ce rapport, moi, je trouve qu'il est intéressant dans son approche justement, à la fois du fait qu'il permet de faire le point sur cette question-là, mais en plus, va faire une sorte de classification des besoins. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Nous, la CNAP, on a eu quelques soucis avec la classification, mais peu importe, elle a le mérite d'exister. Et ils vont définir une carte des besoins, qui est censée être un outil pour les professionnels. Mais en fait, quand on a dit ça, on va se rendre compte, nous, quand on revient vers les professionnels, on leur dit, voilà, donc on va promouvoir ce rapport, et les professionnels n'ont toujours pas, finalement, les clés pour dire comment on fait. Donc, ce que nous avons essayé de faire, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est en cours, c'est pour vous dire, ça vient de loin, cette histoire des besoins du développement. Vous savez que ça remonte à 50 ans, les travaux de Bowlby, etc. Mais vous voyez combien de temps il faut pour arriver, nous, aujourd'hui, à intégrer cette donne, ces connaissances, mais je ne parle pas que des travailleurs sociaux, tous, y compris les médecins, y compris les magistrats, y compris tous ceux qui sont auprès de l'enfant, à quel point c'est un processus très lent qui n'imprègne pas rapidement les pratiques professionnelles et qui finalement nous interpelle. Alors qu'est-ce qu'on fait nous finalement? On se dit, il va falloir qu'on se retrousse les bras et on va expérimenter et on va essayer de faire grandeur nature sur une association qui est partante, qui est bénévole. On va essayer de travailler sur l'approche par les besoins, en évaluation, en décision du magistrat, quel rapport d'évaluation on lui transmet pour que lui-même, ça veut dire qu'on va associer aussi les magistrats, comment on accompagne des enfants par cette approche par les besoins, qui n'est pas anecdotique, puisque du coup, ce que l'on dit, quand on fait ça, l'approche par les besoins, ça veut dire qu'on met en avant, si vous voulez, une approche qui va nécessiter
non plus, et c'est toute l'approche justement parenting et autres, si vous voulez, comment on apprend aux parents à être voilà, donneurs de soins, attentifs, bienveillants, à l'écoute, avec tout ce qui est des théories des unes et des autres, et dont la théorie de l'attachement, bien sûr. Comment on va justement s'orienter vers cette approche-là où on va un peu se décentrer de la question du danger au sens strict tel qu'on l'entendait par les actes, des actes, des abus sexuels, machin, et on va se préoccuper des atteintes au développement. Et quand on considère que, effectivement, du fait de cette classification, de ces travaux qui ont cours, ben, c'est caractériser le danger aussi par les atteintes au développement. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et quand je dis ça, ça a l'air peut-être évident ou peut-être un peu complexe, mais en fait, là aussi, on est dans un processus très lent. Comment les évaluateurs vont avoir une approche, justement, par les atteintes aux besoins, parce que ça fait danger. Comment les magistrats, etc. Voilà, je voulais vous dire que là aussi, c'est une très, très grosse évolution. Et donc, mon point de vue, c'est le regard porté sur l'enfant, ses droits, et justement, cette approche par le besoin qui va amener à des transformations de pratiques importantes. Ben oui, voilà, vous avez fait le lien avec votre 4e point sur l'évolution des métiers. Alors, vous l'avez déjà évoqué, et je me permets de lire une phrase que vous avez écrite. « Les métiers de l'action sociale traversent une crise sans précédent. Concernant la protection de l'enfance, elle est très aiguë et risque, si l'on n'y remédie pas, de desservir les enfants et leurs familles. » C'est le grand risque, en fait. Alors, crise des métiers, vous avez entendu parler sans doute ces derniers mois de la crise, ce qu'on appelait la crise d'attractivité, la crise des métiers, du social. Il n'y avait pas que la protection de l'enfance, mais il y avait tous les métiers du social, de l'accompagnement, c'est l'accompagnement de la personne. Le problème, dans tous ces mouvements-là, on a considéré, nous, la CNAP, que peut-être l'enfant n'était pas assez visible dans cette affaire et qu'il était aussi question de la protection de l'enfance et que nous, on observait des choses qui étaient à l'œuvre et qui étaient spécifiques à la protection de l'enfance. Du fait de la spécificité de la protection de l'enfance, le rapport aux parents, l'exercice des droits parentaux, le danger, le magistrat qui intervient, etc., etc. Et donc, on a essayé, bien sûr, depuis plus de 2 ans, dont avec un membre du CNES d'ailleurs, nous avons essayé de comprendre ce qui était à l'œuvre. Alors, juste, je fais petit rappel. En fait, la crise des métiers de l'accompagnement, socio-éducatif particulièrement, moi, je l'ai vu dans un endroit, bien sûr, qui peut surprendre, mais la CNAP s'est engagée fortement dans les réponses pénales, dans les modalités de réponse pénale, dont les centres éducatifs fermés. Autant vous dire que moi, au départ, j'étais complètement hostile et réfractaire aux centres éducatifs fermés, et ça me révulsait, mais bon, j'ai appris pendant plus de 10 ans à comprendre ce qui se passait dans ces établissements-là. Et donc, j'ai vu des pratiques intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on est au bout du bout. Parce que ces enfants, ces mineurs, ces adolescents, au fond, ce sont des enfants qui ont un parcours qui est à 90%, pour ne pas dire 95%, complètement identique à ce qu'on a dans la protection de l'enfance au civil. Et donc, on voit bien que finalement, ce sont des enfants qui ont connu, peut-être pas repérés, peut-être pas accompagnés, mais qu'on va retrouver dans ces établissements-là. Et ce qui m'a frappée, c'est que premièrement, les professionnels, ce qu'ils nous disaient, et je reviendrai sur la crise des métiers, la première observation qu'ils faisaient sur ces enfants, c'était la dévalorisation du corps et le manque d'estime de soi. Et quand on dit le manque d'estime de soi, on va retrouver ça dans la carte des besoins qui a été faite par la démarche de consensus plus tard, parce que c'était tellement crucial de dépasser cette étape avec ces jeunes. Et donc, ce qu'on observait, pourtant, moi, je trouvais ça finalement très passionnant à exercer dans ce contexte-là, même si je n'ai jamais changé d'avis sur cette question, mais quand même, je trouvais qu'il y avait des pratiques éducatives
qui était intéressante et qui pouvait inspirer aussi le reste des métiers, ne serait-ce qu'au civil. Et à ce moment-là, il y a une dizaine d'années déjà, ce que nous observions, c'était la difficulté à recruter. Moi, j'ai interprété ça très simplement. Je dis, mais c'est normal. Un éduc qui sort d'une formation, qui a tout un parcours, qu'est-ce qu'il va venir faire dans un centre pareil, où il y a quand même de la violence, où il y a quand même des grandes difficultés, etc. J'avais attribué ça uniquement à cet environnement fermé. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, ça touchait aussi l'internat, les MEX, puis que ça touchait tous les foyers même départementaux, ça touchait les départements, ça touchait la PJJ, ça commençait à toucher. Pourtant, à 3 reprises, le contrôleur des lieux de privation de liberté nous disait « mais il faut recruter des éducs formés, diplômés ». Nous, on disait « formés, oui, mais diplômés, on ne peut pas. On ne peut pas, il va falloir trouver une autre façon de recruter parce qu'il n'y a pas, ça ne se bouscule pas. On va retrouver le même processus pour l'internat, pour les foyers, pour les assistants familiaux, et puis pour le milieu ouvert. Mais on se dit, là, on a un vrai problème. On a un vrai problème, puis on va regarder un peu à côté, on va voir aussi que dans le champ du handicap, c'est pareil, et l'intervention à domicile, etc. Mais cette crise du recrutement, finalement, moi, je l'attribue d'abord à une crise, oui, des métiers, parce qu'il y a une crise du recrutement. Ces métiers ne sont plus effectivement attractifs. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison circonstancielle. La première, celle qui a fait, moi, je dirais, allumer la mèche, c'est celle des accords du Ségur et du fait que toute la protection de l'enfance et tous les métiers du social, en partie ou en grande partie, ont été oubliés. Donc ça, au fond, vous voyez, c'est à la fois, bien sûr, une revalorisation nécessaire, mais c'est ce qui a déclenché quelque chose d'absolument profond, qui était de l'ordre de la justice. Et quand les professionnels font un travail qui est difficile, qui les expose quand même à des situations difficiles, qui en plus sont rendues complètement invisibles, et quand je dis circonstancielles, c'est parce qu'il y avait cette crise sanitaire, et moi j'en suis témoin au jour le jour, parce que ces professionnels, malgré tout, ont tenu, sans EPI, équipement de protection individuelle au départ, qu'ils sont tenus dans les établissements, qu'ils ont continué à accueillir les enfants et à s'en occuper 24/24. Et le milieu ouvert s'est remis en marche. Le milieu ouvert a repris son travail pour visiter les familles, avec toutes les difficultés que l'on sait. Moi, je peux vous dire qu'on a consigné tout ça. Et quand on observe que personne n'en parle, aucun propos dans le débat public, aucun propos porté, pourtant à un moment donné, on m'a promis qu'au plus haut niveau, il allait être question. On a parlé du travail social vaguement, mais rien de plus. Alors que les professionnels avaient aussi des problèmes avec l'école, les enfants, etc. On avait obtenu justement un aménagement pour l'école, je ne sais pas si pour ceux qui ont été concernés. Donc, résultat, rien. Des promesses, rien. Donc, c'est le trop-plein. Une sorte de désaffection ou de découragement, en plus du sentiment d'impuissance à l'œuvre par rapport justement à cette pression, ces évolutions que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on va travailler autrement avec les parents, parce qu'on va travailler autrement avec l'enfant, avec les droits de l'enfant, avec les besoins, il faut apprendre, on n'a pas le temps, on est indisponible. Et donc, ça crée effectivement une tension, un sentiment d'impuissance et surtout un sentiment de ne plus savoir faire et de ne plus comprendre ce qu'on attend de ce métier. Et certains nous disent, mais ce n'est pas le métier que je voulais faire au départ. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon métier. Mais ce métier-là, non seulement il y a cette pression sociale, sociétale, juridique, et en plus, elle est difficile, cette pression. Et en plus, on en parle très mal quand on en parle dans les médias. Mais c'est dévastateur. C'est dévastateur. Et moi, quand les médias m'appellent, je leur dis, mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous faites? En faisant, c'est oui, mais vous êtes dans le déni. Je dis, je ne suis pas dans le déni. Moi, je reconnais qu'on a des problèmes. Effectivement, on a des problèmes de violence institutionnelle, ça existe.
On a des problèmes, bien sûr, vis-à-vis de l'enfant. Mais là, comprenez que nous sommes dans un moment, mais avant cette mobilisation, nous sommes dans un moment où ces métiers sont en tension. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vérifié si ce sont des éducateurs diplômés, formés? Pas toujours. Souvent, c'est par défaut. C'est par défaut. Et effectivement, certaines scènes je crois que c'était la 5, qui montrent une scène absolument terrible par rapport à un pseudo-éduc qui malmène un enfant. Nous, on fait l'enquête et on se rend compte que ce n'est pas un éduc, ce n'est pas d'ailleurs un professionnel éducatif, on va dire au sens large. Donc, vous voyez ça, qu'est-ce que ça produit? Ben, ça va, finalement, c'est le blues. C'est le blues moi je dirais, des socio-éducatifs. Et à un moment donné, ce sentiment d'impuissance, ils n'y croient plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détournent, ils s'en vont. Je vous donne un ordre d'idée pour la protection de l'enfance, particulièrement ce que ça veut dire pour les associations. Le manque d'effectifs est estimé, je vous donne la fourchette, entre 10 et 40%. 10 et 40%, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va devenir maltraitant, de fait. C'est ce que disent les professionnels. Moi, je n'ai pas le temps. Vous me parlez de l'écoute, des droits de l'enfant, du travail avec les parents, de la concertation, de la co-construction, de tout ça. Comment voulez-vous que moi j'assure? Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, je malmène les enfants, effectivement. Et du coup, ce sentiment de devenir finalement des acteurs d'institutions qui ne vont pas être protectrices, bien traitantes, etc., eh bien, va jouer effectivement contre cette idée qu'ils avaient de leur métier qui n'est plus celui, alors je ne vous parle pas bien sûr de la question de l'encadrement, hein, qu'il faudra repenser, de la question de la formation, pas le temps, etc., etc. Donc c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place, qui peut-être a été en partie apaisé, parce que le problème, ce n'est pas qu'un problème salarial, comme je l'expose. La conférence des métiers du 17 février, le Premier ministre met bien en avant la protection de l'enfance parce qu'ils ont compris à un moment donné qu'on avait un ministre de la Santé et des Solidarités qui ne s'était pas bien occupé des solidarités et que la protection de l'enfance, même s'il avait un secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, c'était très difficile pour lui de faire émerger cette protection de l'enfance. Il va enfin parler de la protection de l'enfance, reconnaître que ça participe aussi à une mission essentielle, il fallait le dire avant, une mission éducative absolument essentielle, une mission de premier plan. Et nous, ce que nous revendiquons, c'est que d'abord, on en parle autrement. On parle partout de la communication positive. Vous savez, pour les parents, pour les enfants, on parle beaucoup de la communication positive. Parce qu'il faut être positif, on part du principe que si on est positif, c'est positif pour l'enfant. Parce qu'on va mobiliser les familles, parce qu'on va valoriser leurs compétences, parce qu'on va ainsi avoir un cercle vertueux. Hein, c'est la théorie du cercle vertueux. Ben, nous, on dit c'est pareil. Si vous avez des professionnels qui ne sont pas dans un cercle vertueux, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on va avoir des problèmes. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est une communication positive à tous les niveaux. Ça veut dire notamment aux décideurs publics, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient locaux, aux administrations aussi, qui ont en charge. Hein, il n'y a pas que l'aide sociale à l'enfance dans la protection de l'enfance. Hein. Il y a aussi tout le reste. Et nous prenons évidemment une réflexion autour des missions. Il va falloir qu'on réfléchisse sur les missions. C'est quoi aujourd'hui les attentes, puisque les professionnels nous disent au fond qu'est-ce qu'on attend de nous. Moi, je crois aussi les conditions de travail et la qualité au travail, ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce que si pas de qualité de travail, ben voilà. Mais je crois aussi qu'il va falloir penser la formation. Et de mon point de vue, cette formation, il faut la penser fine, parce qu'on ne va pas du jour au lendemain trouver des professionnels. Et je finis sur la pédagogie de la loi. Moi, je crois que la formation ne pourra pas, qu'elle soit surtout continue, mais il faut repenser la formation initiale. D'ailleurs, il y a un comité national des métiers qui a été constitué et qui va vraiment travailler sur les métiers, l'exercice des métiers, les modalités aussi de réponse et d'action. Je crois que c'est important. C'est pas tant d'avoir, là aussi, c'est comme les droits, c'est pas d'avoir un éventail de réponses, c'est comment on les met en œuvre. Est-ce qu'on a les moyens de les mettre en œuvre? Parce qu'il n'y a rien de pire que de frustrer des professionnels qui ont l'impression que oui, ben, on va pouvoir faire plein de choses et ne pas avoir les moyens de le faire. Et ce qui est le plus grave encore, c'est qu'ils constatent un écart
entre ce qu'on leur demande, qui est grandissant, et les réalités locales. Donc, voilà. Et nous, on est sur ce registre-là. J'espère qu'il en ressortira quelque chose. Mais il ne faut pas oublier dans l'affaire la gouvernance. On avait encore, vous l'avez abordé d'une certaine manière, parce que la question de la gouvernance de cette politique de protection de l'enfance, avec une question un peu provocatrice qu'on s'était posée, est-ce qu'il faut recentraliser l'aide sociale à l'enfance, par exemple? Systématiquement, tous les ans, on a une proposition de loi qui sort et qui propose une recentralisation. Alors, à chaque fois, je me dis, franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce que là, on veut résoudre un problème qui est de l'ordre des disparités territoriales et qu'on pense qu'en remettant en jeu l'État, plus l'État, on va dire l'État, comme pilote coordonnateur, ça va permettre de réduire les disparités? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on espère avoir plus de moyens directs, puisque l'État octroie des subventions, comme vous le savez, des dotations pour les départements, pour ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'on a le sentiment que ça permettrait d'avoir une politique de l'enfance plus cohérente et plus visible, portée au plus haut niveau? Peut-être. En tout cas, moi, j'ai travaillé, comme je vous le disais, sur le terrain, dans les départements, à l'État. J'ai assisté, donc ça veut dire que je ne suis pas très, très jeune. J'ai assisté à la décentralisation de l'aide sociale à l'enfance au ministère des Solidarités à l'époque, quand le pouvoir socialiste est arrivé aux manettes. Moi, j'ai assisté à tout ce moment-là, et c'est pour ça qu'un jour, j'ai dit, il faut que j'aille voir ce que ça donne sur le terrain. Je suis allée dans un département. Et je dois vous dire que moi, le sentiment que j'ai, c'est que le périmètre de la protection de l'enfance, d'abord, on ne sait pas trop c'est quoi la protection de l'enfance aujourd'hui. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut, bien sûr, l'aide sociale à l'enfance, c'est le cœur. Hein, mais ça n'inclut pas que ça. Et on le sait déjà, c'est à l'œuvre avec le soutien à la parentalité, conférence de 1990, c'est pas neuf tout ça. Accompagnement des parents, dans le registre de la délinquance, comment aussi on va mettre en place des actions un peu beaucoup répressives pour leur rappeler leur parentalité, etc. Petit à petit, on intègre tout ça dans la protection de l'enfance. Ça veut dire que la loi de 2007, elle va étendre le champ de la protection de l'enfance. Et elle va dire, finalement, la protection de l'enfance, c'est protéger l'enfant du danger, de veiller à son développement, etc. Mais en même temps, c'est la prévention. La prévention, là aussi, un malentendu terrible. Pourquoi? C'est du contrôle social, enfin bon. La prévention, pourquoi? Eh bien, tout ce que je vous ai dit par rapport aux besoins fondamentaux, c'est ce que ça porte aussi. Si nous voulons avoir une politique qui prend soin des enfants, une politique protectrice, ça veut dire que non seulement il faut les préserver du danger, mais aussi il faut protéger leur santé, protéger, vous voyez, leur développement. C'est ça l'idée. Protéger leurs apprentissages. C'est toute cette idée de protection qui est absolument centrale. Il faut le protéger des violences, bien sûr. Hein, c'est le fondement. Donc, cette protection de l'enfance s'élargit à partir de 2007. Elle ne cessera de s'élargir, de s'affirmer avec la loi 2016 et la loi 2022 du 7 février. Quand même 3 lois en l'espace de 17 ans. C'est énorme. Déjà, il faut se poser la question pourquoi. Vous voyez ? Donc, moi, j'étais loi 2007 et pourtant, je me pose toutes ces questions. Alors, 2016, c'est vrai, je me disais, 2007 n'est pas assez clair. 2007, peut-être, ça n'encourage pas vers les observatoires. Ça n'a pas assez mis l'accent peut-être sur la formation commune. Peut-être qu'on n'a pas bien expliqué les droits de l'enfant. Peut-être qu'il va falloir revenir sur l'évaluation. Peut-être qu'il va falloir revenir sur le développement et les besoins fondamentaux. Peut-être, vous voyez, c'est tout ça. Arrive 2016, qui en rajoute effectivement, qui est clair, qui permet des décrets, parce que 2007, le deal, ce n'était pas de décret pour les départements. 2007, on va faire plein de décrets, donc on va vite les faire tout l'été. Et puis quand Adrien Taquet arrive
Manette, là, chargée de la protection de l'enfance. Première rencontre, moi, la première chose, mais ça a été le cri du cœur, s'il vous plaît, monsieur le ministre, ne faites pas une nouvelle loi, s'il vous plaît. Parce que, d'abord, les lois qui ont été prises, là, les deux, 2007 n'est pas complètement appliqué, 2016, je ne sais pas ce que ça va donner, mais peut-être il faut qu'on marque une pause et qu'on comprenne justement cet écart grandissant entre ce que veut le législateur, bien sûr, encouragé par les attentes, etc., et en même temps, ce qui est traduit sur les terrains. Et il y a trop d'écart. Et là, ça fragilise le dispositif de protection de l'enfance. Ça le rend profondément injuste. Et le principe, le sacro-saint principe de l'égalité de traitement devant la loi, mais il ne tient plus. Il y a les listes d'attente. Vous savez, tous ceux qui dénoncent ce qui ne va plus, on n'arrive plus. Le juge prononce une décision, on ne la met pas en œuvre. Au début, c'était bon, on a des problèmes d'accueil, après c'était le milieu ouvert, enfin bon. Et les listes se sont rallongées. En moyenne, on avait calculé, ça se rallongeait 6 mois, des fois 9 mois, ça dépendait. Dans le 93, ça pouvait atteindre plus d'1 an. Donc ça posait la question, vous voyez, de la protection, quoi. Donc, ça a ébranlé complètement le système. Et là, moi, je lui disais, monsieur le ministre, franchement, il va falloir qu'on réfléchisse à ça, parce qu'il a été ébranlé par les juges de Bobigny, qui se sont tous rassemblés et qui ont parlé des listes d'attente. Ça a été un choc, un état de choc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et finalement, moi, ce que je crois, c'est que ce n'est pas tant la question de la décentralisation qu'il faut reposer, ce n'est pas le moment, à mon avis. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas quand tout un métier, tout un domaine est en pleine transformation, mutation qu'il faut poser cette question. Je pense plus aux articulations. Je pense plus à des cadres qui soient beaucoup plus clairs et visibles, lisibles pour les professionnels. Je pense plus à ce que l'État prenne sa part dans le dispositif, parce que, comme je disais, il n'y a pas que l'aide sociale à l'enfance, il y a toutes les autres politiques publiques qui participent, et l'école, et le soin, etc., etc. Donc, je pense plus à ce genre d'implication de l'État, un engagement de l'État. On a trop parlé du désengagement de l'État, il faut qu'il se réengage. Donc, c'est un peu l'idée de la loi de 2022, qui remet un peu le préfet dans la boucle, on va dire, avec une expérimentation sur des commissions de coordination, bref. Mais moi, je crois, par exemple, alors c'est une idée qui a été expérimentée d'une certaine manière, mais moi, je crois à une sorte de CPOM, État-département, contrat d'objectifs de moyens, où on définit les objectifs, où on les évalue, quels moyens on a consentis, de manière à arrêter on va dire, cette tension déjà entre les départements et l'État, et en même temps, bien sûr, avec les répercussions qu'on connaît sur l'ensemble de la protection de l'enfance. Merci beaucoup. Merci. Vous avez beaucoup parlé effectivement du besoin de l'enfant et des droits. Je pense qu'aujourd'hui, si on se remet au travail encore une fois, après le Haut Conseil, le machin, le truc, il y a le comité, bon, il faudrait se poser la question de qui protège les enfants. Et non pas comment aussi. Comment après, mais qui? Une hiérarchie des acteurs me semble tout à fait fondamentale, parce que sur le terrain, c'est un peu le bazar de ce côté-là. Alors, je réponds très vite. Les premiers protecteurs de l'enfant, c'est d'abord les parents, déjà. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est notre droit interne aussi. À défaut, eh bien, c'est le pouvoir public, je ne vais pas dire la puissance publique. Et c'est qui la puissance publique? Que fait-elle? Elle décide. Elle décide. Qui met en œuvre, effectivement, sont les professionnels. Et donc, l'enjeu du terrain est absolument essentiel pour nous. La protection de l'enfance, ça ne se joue pas forcément là-haut, enfin, à Paris. Ça se joue sur le terrain. L'enjeu des territoires est absolument essentiel. D'ailleurs, pour la CNAP, on a notre animateur de territoire. C'est vous dire à quel point est tout notre projet stratégique. Ce qu'il dit, c'est ça. C'est qu'on n'arrivera pas à avancer dans ce champ-là quand on est dans la proximité des familles, des enfants, même si les familles sont distendues, ça peut poser des problèmes par rapport… Mais pour nous, l'enjeu, c'est le territoire. Évidemment, ça se joue là. Une question en visio. En tant que nouveau professionnel, comment défendre les droits des enfants dans un contexte qui, comme vous l'avez dit, fait perdre le sens du travail,
où doit-on mettre notre engagement pour pouvoir envisager une amélioration de ce contexte? Bon, là, ça reprend en fait l'entièreté Oui. de votre Mais je discours. pense beaucoup au portage institutionnel. Je pense beaucoup au portage institutionnel et pour les associations, par exemple, mettre vraiment cet objectif vraiment dans leur projet de service, dans tout ce qui fait que les droits de l'enfant doivent être, les principes de base doivent guider l'action de tous les professionnels et le respect de ces principes. D'ailleurs, dans nos statuts pour la fédération, c'est vraiment ça. Et vous savez que les associations qui veulent adhérer à la CNAP, c'est vraiment quelque chose que l'on regarde. Quels sont les principes d'action? Comment font-ils pour promouvoir, pour essayer de porter la protection de l'enfance? Ça, c'est une intention après à l'œuvre, effectivement. Je crois aussi que le rôle de l'encadrement est absolument essentiel. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste donner un chiffre pour illustrer un peu votre propos et peut-être vous demander ce que ça vous évoque. Mais aujourd'hui, dans notre département, il y a plus de 340 enfants pour lesquels il y a une ordonnance de placement et des placements non effectifs. L'histoire, malheureusement, des listes. Aucun département aujourd'hui n'est épargné. Alors, vous savez qu'il y a des départements qui essaient de trouver des alternatives. Vous savez, ils essaient à minima de rentrer en contact avec la famille, de mettre une sorte de temps, au moins de temps de présence, sans être dans le dur de l'accompagnement éducatif, mais à minima, ça peut se faire par du phoning, ça peut se faire de différentes façons, mais ce qui est le plus redoutable, c'est quand il ne se passe rien entre le moment où le juge a décidé. Vous imaginez, nous on a fait une étude sur les enfants, qu'est-ce que ça produit? Comment l'enfant peut-il comprendre? Et notamment quand nous sommes dans des situations de danger plus, parce qu'il y en a aussi. Il n'y a pas toujours des OPP parqués. Et quand le juge décide de séparer l'enfant, quand l'enfant reste chez lui, vous imaginez le problème. Et on n'a pas parlé de la Civis, dont je suis membre, mais imaginez le problème quand il s'agit notamment de violences sexuelles. Bonjour, par rapport à la protection des mineurs et particulièrement des MNA, des mineurs non accompagnés, la loi du 7 février 2022 là, en fait état, mais on a l'impression que c'est surtout des dispositions plutôt relatives au côté plus administratif et du pouvoir du préfet. Voilà, quelle est votre position sur la protection des MNA et cette différence qu'il y a toujours entre finalement la protection des mineurs et la protection des MNA de l'autre? Alors, dans cette loi, effectivement, il y a deux dispositions qui sont... alors, une, c'est une avancée, puisque c'est l'interdiction de l'accueil dans les hôtels qui va se faire dans un temps hôtel, centre de loisirs, etc. Donc ça, c'était vraiment... nous, on s'était positionné là-dessus pour que ce soit l'interdiction absolue d'accueillir ces enfants. Ce qui nous dérangeait, comme on dit, c'est qu'en hôtel, OK, mais sans accompagnement éducatif, sans personne avec ces mineurs, imaginons ce qui se passe. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisqu'on a étudié peut-être avec certains d'entre vous, toute la question de la prostitution, et on a pu faire le lien. Après, il y a une autre disposition, effectivement, c'est tous les fichiers, tout ce que le département doit communiquer au préfet, justement, dans un objectif de sécurité. Et là, ce qui nous a aussi dérangé, et je pense que ça en dérange pas mal, c'est que ça n'a rien à faire dans la protection de l'enfance. On aurait préféré, si cette disposition avait lieu d'être en tout cas prise, ne pas mélanger, parce qu'au départ, c'était un peu plus dur même comme disposition dans le texte initial et ensuite. Nous avons considéré que c'était un texte, une disposition qui n'avait pas lieu d'être dans la protection de l'enfance, que la protection de l'enfance, c'était malgré tout la protection pour tous. C'est le côté universel. Tous les enfants qui sont sur notre sol doivent pouvoir bénéficier de la protection, de leurs garanties essentielles, de leurs droits fondamentaux, et qu'il n'est pas acceptable que l'on ait du coup un principe d'action qui soit pas en cohérence avec ces enjeux de protection de l'enfance. Est-ce que je peux dire juste deux minutes, une remarque? Je voudrais insister aussi, vous en avez parlé un petit peu, sur la notion de vulnérabilité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a autant d'adultes en position de vulnérabilité que d'enfants.
Et cette position d'adulte, me semble-t-il, est tout à fait problématique. Moi, j'ai été assistante sociale et formatrice ces dernières années. Et être adulte aujourd'hui est une notion qui semble très compliquée et dont on ne parle pas suffisamment parce que ça renvoie aussi à un contexte sociétal complexe. Et là, bon, relire le chapitre « L'autorité d'Hannah Arendt dans le malaise de la culture » serait très profitable à tous. Et évidemment, le grand Robert Castel, dont on va bientôt fêter le 10e année de la mort, malheureusement, avec sa notion de vulnérabilité et d'état protecteur. Je pense que ça, c'est très important à faire passer à nos politiques parce qu'ils ne l'entendent pas la plupart du temps. Article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant, assurer aux enfants des conditions de vie qui soient adaptées justement à ses besoins. Ça veut dire qu'un enfant qui vit dans des conditions, ça veut dire avec sa famille, dans des conditions qui ne permettent pas d'acquérir les apprentissages, de faire ses devoirs calmement ou d'apprendre ses leçons, d'avoir son espace à lui, de vivre tout simplement sa vie d'enfance. Et c'est pour ça que nous, on promeut depuis tant d'années le droit à l'enfance. Et le droit à l'enfance, quelque part, c'est de le préserver de tout ça. Et si on veut préserver ce droit, c'est auprès des parents aussi qu'il faut travailler. Et vous savez que malheureusement, la pauvreté, on a appelé ça la pauvreté des enfants, avec le fameux rapport 2005 de Martin Hirsch. Ça a été vraiment un coup de tonnerre. Comment 1 million d'enfants en France pauvres, c'est quoi? D'abord, c'est quoi les enfants pauvres? Et c'est quoi 1 million? On n'en revenait pas. Et donc, je dois vous dire aujourd'hui qu'on en estime à 3 millions en l'espace de 15 ans. Donc, ça interroge sur le contexte de vie des familles. Et c'est pour ça que les conditions de vie, avec la difficulté, vous savez, ce qui retient quelquefois, c'est la peur de stigmatiser ces familles. Mais nous, on dit, mais il n'y a pas que la décision de protection, il n'y a pas que la séparation. On peut imaginer justement un accompagnement, puisqu'on est dans l'accompagnement, si on marche l'un à côté de l'autre sans prendre la place de l'autre, tout en visant le même objectif, c'est ça. Donc, peut-être qu'on n'a pas besoin forcément de séparer, mais peut-être qu'on a besoin de repenser qu'est-ce qui fait que des conditions de vie soient les meilleures possibles pour l'enfant et comment les assurer. Moi, je voudrais juste dire à Madame Quiriot, merci de nous avoir donné le meilleur de votre humanité. Merci beaucoup à Madame Quiriot, merci à Monsieur Ekel.